We are going to start with some instructions on the translation so that you can then join the translation. So I will pass on the word to our translators. Simultaneous interpretation in Zoom. PC version, step 1. In the menu below, select the interpretation feature. Step 2. Select the language you wish to listen to during the meeting. This language must be the same one you will speak in. Note, if you wish to switch languages, just go to the interpretation feature and select another one. Keep in mind that when you change the language, you will no longer hear the previous one. Note, the Zoom app must have been previously downloaded to have the interpretation option available. Thank you. Interpretación simultánea en Zoom, versión PC, paso 1. En la barra inferior habrá una nueva opción de interpretación, hay que dar clic en ella. Paso 2. Hay que seleccionar el idioma en el que deseas escuchar la reunión. Este debe ser el mismo idioma en el que hablarás. Nota, si en algún momento deseas cambiar de idioma, solo debes ingresar a Interpretación y elegir el otro idioma. Recuerda que al cambiar de idioma ya no escucharás el anterior. Nota, se debe haber descargado previamente la aplicación Zoom para tener disponible la opción de interpretación. Gracias. Interpretação simultânea no Zoom, versão para PC. Passo 1, no menu abaixo, selecione a função Interpretação. Passo 2, selecione o idioma que você deseja ouvir durante a reunião. Esse idioma deve ser o mesmo em que você vai falar. Observação: se você desejar trocar de idioma, basta selecionar o recurso Interpretação e escolher outro. Tenha em mente que quando você mudar o idioma, você não ouvirá mais o idioma anterior. Observação: o aplicativo Zoom deve ter sido baixado previamente para ter a opção Interpretação disponível. Obrigada. De nada. Interprétation simultanée sur Zoom, version PC, étape 1. Dans le menu du bas, sélectionnez la fonction Interprétation. Étape 2. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la réunion. Cette langue doit être la même que celle dans laquelle vous allez parler. Remarque, si vous souhaitez changer de langue, vous devez simplement accéder à la fonction Interprétation et sélectionner une autre. Rappelez-vous que lorsque vous changez de langue, vous n'entendrez plus la précédente. Remarque, l'application Zoom doit être été préalablement téléchargée pour que les options d'interprétation soient disponibles. Merci. So we will just enable the interpretation now. Is everyone able to join the channels that you are selecting? If not, let us know. Let's just check. All good with the translations? Okay. So we always like to start with an acknowledgement of elders and territories. So I would like to take some time to acknowledge past, present, and emerging traditional and indigenous custodians, elders, and ancestral spirits of the territories where we live and work.
Great. So I will stop sharing now and I will pass on the word to our keynote speakers. So today we have a wonderful keynote talk about the increasing recognition of barriers to family planning as a conservation issue. And this talk is being provided by the Margaret Pike Trust, by the International Crane Foundation, the Doral Wildlife Conservation Trust, the Rugarama Hospital, the Medical Research Council, Uganda Virus Research Institute, and London School of Hygiene and Tropical Medicines Uganda Research Unit. And we are very grateful to all of you. So our first speaker is Rumbi Gumbi. So Rumbi is a registered nurse. She works with the Margaret Pike Trust, and she focuses on connecting human and environmental health aspects. And she also is very engaged in advocacy. So recently she contributed to a campaign where they redirected climate funding to remove barriers to family planning and the education of girls. And she collaborated with 60 nonprofit organizations on this. She is a member of CEESP and co-chairs the IUCN Biodiversity and Family Planning Task Force. Please help me to welcome Rumbi, who will be presenting first, and she will introduce the next speakers. And we will have some time at the end for questions and answers. So jot down your questions and we will take care of you later. Thank you. Thank you, Christina, and thank you to CCNet for inviting us. As Christina said, my name is Rumbi. I'm the Population Health and Environment Manager at Margaret Pike Trust. Comme l'a dit Christina, je m'appelle Rumbi et je suis directeur de population et de santé. Nous sommes très heureux d'être ici pour parler de votre projet et de notre information. Nous avons 8 orateurs exceptionnels. Personne ne va parler plus de 5 minutes. Ainsi que l'a mentionné Christina, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Pendant cette courte présentation, je vais vous donner un aperçu général du programme de population, de santé et d'environnement. Je vais expliquer la reconnaissance croissante au niveau mondial des bénéfices de ce programme, à la fois pour les personnes et pour la biodiversité. La population, la santé et l'environnement, qu'on appelle le PHI, est une approche qui reconnaît le lien entre les personnes et leur environnement. L'approche PHI du développement communautaire vise à améliorer l'accès aux services médicaux de base, particulièrement à la planification familiale et à la santé reproductive, tout en permettant aux communautés de conserver leur biodiversité, de gérer leurs ressources naturelles et de développer des foyers durables, des moyens de vivre durables. On voit qu'il s'agit d'une approche de conservation de plus en plus populaire qui aide les communautés à conserver la biodiversité. I'm going to talk about one example, though, which is a PHE project that is un projet PHE Community Health Program in Madagascar. Blue Ventures Community, which means à Madagascar, appelé Safidi, qui signifie jouer. And serves more than 45,000 Ce projet a été lancé il y a plus de 10 ans et sert plus de 45 000 personnes d'une région locale, avec un besoin identifié de services médicaux. Les conservationnistes ont travaillé à concevoir des gestions piscicoles efficaces au niveau communautaire. Le programme Safidi s'assure que le personnel communautaire est formé pour une planification, pour un planning familial et d'autres services médicaux au niveau de la communauté. Comme vous voyez dans cette image, on voit une femme pêcheur qui peut gagner sa vie grâce à ce programme. Donc, je vais ici donner la parole à quelqu'un d'autre pour vous donner un meilleur aperçu du programme en Ouganda.
Muhamuza Je Richard, vous présente our Muhamuza social Richard, notre from the Medical Research sociologue Council, du projet Uganda du Conseil de recherche médicale Institute, en Ouganda, de l'Institut de recherche en virologie de l'Ouganda. Richard is going to speak about his research. Richard va parler de ses recherches, de ses travaux sur la perception des personnes qui travaillent dans le district de Rechiga et le lien entre leur santé et les défis environnementaux. Merci. Oui, merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici et je vais vous présenter les recherches que nous avons faites afin d'appuyer le programme et le conseil de recherche médicale qui est intervenu afin d'aider avec ce programme de recherche. Nous avons commencé à récolter des données entre avril et juin 2021. Pendant ces discussions, afin d'obtenir la perception et de comprendre les problèmes auxquels ces personnes font face. En tout, nous avons eu 28 groupes de discussion et 41 entretiens avec des informateurs clés. Le résultat de nos recherches montre que les défis environnementaux au niveau des communautés sont les saisons changeantes et imprévisibles, l'érosion des sols, les inondations, la déforestation comme un défi environnemental, ainsi que, comme vous voyez dans l'image, on voit l'érosion dans une des communautés avec lesquelles nous travaillons. Il y a également des défis médicaux liés à la malnutrition causée par une alimentation inadéquate, des services médicaux inadéquats, des problèmes de planification familiale, l'alcoolisme et les violences conjugales. Sur cette image, vous voyez un des centres médicaux communautaires qui sert les villages d'une des communautés dans lesquelles nous travaillons. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons ensuite examiné les liens des communautés à partir des défis auxquels ils font face et nous avons constaté que la santé et la santé humaine sont intimement liés. L'un affecte l'autre de manière que lorsqu'on porte atteinte au marécage ou même aux animaux qui y vivent, ces animaux se déplacent dans les foyers des personnes, ce qui pose des problèmes qui n'existaient pas auparavant. Prochaine diapositive. Il y a également des services de planification familiale inadaptés qui mènent à moins de terres disponibles, des terres découpées en petites parcelles parce que les familles ont beaucoup d'enfants, si bien qu'ils ont de moins en moins de terres disponibles où s'installer avec leur famille, avec davantage de conflits fonciers aussi, et des terres qui ne peuvent nourrir une famille. Nous avons vu aussi que d'anciennes méthodes de protection des sols incluent l'herbe napier traditionnelle ont été oubliées, ce qui facilite l'érosion et les inondations pendant la saison des pluies. C'est un lien que la communauté a pu faire et dont nous avons pu parler. Pour conclure, nous avons compris que
les populations comprennent très bien les rapports entre les défis liés à l'environnement, à leur milieu de vie et à leur santé. Les prochaines étapes pour l'équipe de recherche consistent à travailler avec les partenaires à l'adaptation des messages et des interventions afin de répondre à ces défis interconnectés d'une manière holistique. Sur cette image, on voit le terrain les terres d'une des communautés. Je rends maintenant la parole au docteur Gabon, qui travaille dans la région Afrique de l'Est et va nous parler de notre projet de conservation. Merci beaucoup. Docteur Darba, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Comme l'a dit Richard, je travaille pour la Fondation internationale CRAN et Endangered Wildlife Trust, qui travaille à conserver les hérons à travers l'Afrique, particulièrement en Ouganda, où nous avons un partenariat depuis les 20 dernières années et au sud-ouest du pays. Nous travaillons dans un certain nombre de districts. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici les districts dans lesquels nous travaillons. Et il s'agit d'un des principaux fiefs des hérons en Ouganda. Il y a également d'autres exemples de biodiversité dans cette région. Il y a beaucoup de diversité, de divers types de biodiversité. Mais aussi sur le front économique, nous fournissons de l'eau à une station hydrique proche qui fournit en électricité plus de 3 millions de personnes. Prochaine diapositive. Évidemment, ces marécages, ainsi que je l'ai mentionné, accueillent un grand nombre de grues à couronne grise. Malheureusement, il y a beaucoup d'atteintes à ces marécages par les communautés environnantes qui affectent les sites de reproduction des grues. Cette grue spécifique ne se reproduit que dans les marécages. Donc, lorsque l'agriculture s'étend dans les marécages, elle entre en concurrence avec l'espace de reproduction des grues. Nous savons aussi qu'une des fonctions clés des marécages est de fournir de l'eau propre pour les communautés. Les communautés autour de ces marécages dépendent à 100% des eaux des marécages, mais malheureusement, l'activité non durable, particulièrement agricole, à la fois dans les collines et dans les marécages, a affecté la qualité de l'eau auquel ces programmes ont accès. Mais parce qu'ils ont cette eau, quelle que soit sa forme, c'est le problème de ces communautés. Lorsque ces personnes viennent chercher de l'eau, certaines d'entre elles deviennent une menace pour les grues. Prochaine diapositive. La grande question ici, pourquoi l'agriculture se développe-t-elle dans les marécages? Une des raisons clés est qu'il y a de grandes familles dans cette région et que traditionnellement en Ouganda, les familles divisent leurs terres entre leurs enfants. Mais parce que cela se fait depuis des générations, on constate que la plupart des familles n'ont plus assez de terres pour nourrir leur famille.
Et donc, à cause de cette coutume, ils recourent à l'expansion de l'agriculture dans les marécages qu'ils perçoivent comme des terres vierges. Mais malheureusement, cela empêche les grues de se reproduire, ce qui mène à une réduction des terres marécageuses disponibles, ce qui à long terme affecte les chances de reproduction des grues. Un autre facteur est la reproduction et le problème de reproduction du fait de l'agriculture non durable, mais aussi du changement climatique qui a grandement réduit la disponibilité de terre à cause de la sécheresse et parce qu'il y a toujours de l'eau dans les marécages, les populations peuvent être tentées d'étendre l'agriculture dans ces régions. Donc, nous travaillons à découvrir comment résoudre ce problème qui est largement dû à la division des terres entre de grandes familles, si bien qu'au final, chaque membre n'a plus assez pour nourrir sa famille. Nous travaillons donc à ce projet qui intègre la conversion et le planning familial afin de trouver une solution à ce problème. Je cède maintenant la parole à Wimba Wassal et à Margaret Pyklas qui va nous parler du contexte dans le district de Chiga, qui est le site de son projet. À vous. Merci beaucoup, Dr. Adalbert. Comme cela a été dit, je m'appelle Sarah et je travaille pour le Margaret Pike Trust en Ouganda. Le Margaret Pike Trust travaille en Ouganda depuis plus de 5 ans avec l'objectif principal de former des employés en planification familiale. Nous travaillons les employés des hôpitaux. Nous formons les employés des hôpitaux afin de nous assurer qu'ils sont bien équipés pour ces services. L'hôpital de Rugarama fait partie des hôpitaux avec lesquels nous travaillons. Et il met en œuvre des services médicaux dans la région de notre projet. Pour ce qui est de la planification familiale, elle permet aux femmes et aux filles de choisir le nombre et l'espacement de leurs enfants à travers différentes méthodes desquelles nous parlons davantage. Une pilule quotidienne, des préservatifs à utiliser à chaque rapport sexuel ou des méthodes à long terme comme des dispositifs intra-utérins et des implants installés dans l'utérus qui protègent contre les grossesses pendant des années, si bien que la femme est protégée, ne tombera pas enceinte. La planification familiale sauve des vies. Il s'agit d'une des méthodes les plus efficaces et les mieux testées afin de sauver la vie des femmes. Lorsque les femmes ont accès à une planification familiale moderne, ils peuvent mieux éviter les grossesses non désirées et mieux espacer leur grossesse. Donc, lorsque nous regardons le site de notre projet, nous découvrons tant de barrières à la planification familiale qui empêchent les personnes de recourir aux méthodes de contraception modernes. Ici, par exemple, les hommes peuvent être un obstacle significatif à la planification familiale. Ils peuvent empêcher leurs partenaires d'accéder à la planification familiale. Ils peuvent ne pas savoir que la planification familiale sauve des vies et il peut rendre leur vie plus facile. Et ils ne connaissent pas le meilleur timing des grossesses. Les hommes empêchent souvent leurs femmes d'utiliser les revenus du foyer afin d'accéder aux services de planification familiale. Dans la zone du projet, il y a tant de mythes et de mauvaises conceptions, pas seulement là, mais aussi ailleurs en Ouganda. Par exemple, certaines personnes pensent que les préservatifs provoquent le cancer
ou qu'on ne peut tomber enceinte en ayant des rapports sexuels debout. Ce n'est pas vrai, mais les personnes sont fermement attachées à ces idées. D'autres pensent que des méthodes à long terme insérées dans le corps féminin, comme les implants intra-utérins, peuvent se déplacer dans le corps et provoquer d'autres problèmes. Ce n'est pas vrai non plus. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'informer les personnes sur la planification familiale. Pendant 15 ans environ, nous avons expérimenté que c'est si difficile pour eux d'accéder à une bonne planification familiale. Et ils trouvent cela si facile de recourir à certaines méthodes faciles à administrer, si bien que lorsqu'une femme vient, on cherche à l'encourager à recourir à cette méthode, car elles ne sont pas dans la plupart des méthodes disponibles. C'est pourquoi nous avons besoin de former tant d'équipiers médicaux afin que les clients puissent accéder à toute forme de service de planification familiale. La planification familiale aide les femmes en leur donnant la liberté de faire le reste de leur travail et d'être productives autrement et de gagner leur vie pour leur famille et pour eux-mêmes. Merci beaucoup et je rends la parole au docteur Adalbert pour les méthodes de conservation du foyer. Merci beaucoup, Sarah. Comme vous savez certainement, il y a beaucoup de menaces aux grues et nos actions de conservation visent à protéger les grues contre ces menaces. Une de nos stratégies clés est d'engager des membres de la communauté directement dans la conservation des grues. Nous avons recruté et formé des volontaires issus de ces communautés qui nous aident à protéger les grues, particulièrement lorsqu'elles sont assises sur leur nid en période de reproduction, lorsque les œufs éclosent et jusqu'à ce que les petits soient prêts à frayer afin de s'éloigner du danger. Il s'agit de bénévoles qui ne touchent pas de salaire. Nous ne les soutenons que par des gadgets comme des gambuts, des smartphones, des données correctes. Mais autrement, ce sont des bénévoles. Ils sont aussi au service des communautés par rapport à Pochega est une région rurale avec beaucoup d'érosion des sols, beaucoup de sédiments et l'eau est préservée. Et alors cette vallée est perdue, nous travaillons avec ces gardiens pour des tests de clarté de l'eau, leur montrer comment filtrer l'eau et offrir de l'eau propre. Et on leur montre l'emplacement de cette eau. Et ils peuvent se servir des résultats de ces tests de clarté afin de sensibiliser leur communauté au lien direct entre les marécages, leur milieu de vie et leur santé. Nous leur avons aussi donné des smartphones avec 3 applications qui leur permettent d'enregistrer où ils ont vu les graines, où ils ont vu des nids, combien d'exils sur les lits et comment importer des instruments afin de saisir toutes ces données et de les envoyer afin que nos employés puissent les analyser. Prochaine diapositive. Nous avons aussi organisé une campagne de sensibilisation
parfois directement par le personnel du projet, mais aussi par des membres de la communauté avec lesquels nous travaillons. À cause du Covid-19, nous avons changé notre stratégie. Dans le passé, nous nous en servions afin d'aller vers les membres de la communauté afin de leur communiquer des messages de transmission. Maintenant, nous sommes résolus à utiliser des moyens mobiles, à créer des musiques liées à la conservation des grues, composées par des membres de la communauté au niveau local, afin de transmettre le message que nous voulons transmettre pour la conservation des marécages et l'agriculture durable, et expliquer aussi aux communautés pourquoi elles ont besoin de conserver leurs grues et leurs marécages. Nous soutenons aussi des moyens de subsistance alternatifs, comme nous l'avons vu dans la présentation de Richard. Les communautés développent l'agriculture dans les marécages parce qu'ils ont besoin de nourriture. Donc, si nous les aidons à réduire leur emploi des marécages, nous devons leur donner des alternatives. C'est ce que notre projet fait. C'est ce que nous faisons dans le cadre de notre projet. Nous nous asseyons avec eux et identifions des modes alternatifs qui peuvent les aider à gagner leur pain sans développer l'agriculture dans les marécages. Et à mettre aussi en place des territoires où les grues peuvent se reproduire et qui peuvent également filtrer l'eau pour qu'ils puissent avoir accès à de l'eau propre. Dans cette image, nous voyons des aliments que nous leur avons donnés. Enfin, nous leur avons fourni des pompes. À cause des changements dans les conditions climatiques, les communautés commencent à avoir des fruits, donc nous commençons à avoir des animaux nuisibles, donc nous leur donnons des moyens de lutter contre. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'érosion, de segmentation dans les marécages. Nous travaillons avec ces communautés à réduire l'érosion sur les collines. Prochaine diapositive. Pour cela, nous fournissons aux communautés de l'herbe napière qu'ils peuvent planter afin de réduire l'érosion. Et qui sert également de nourriture pour les troupeaux, lesquels troupeaux aident ces communautés à générer des revenus. Pour tout cela, nous le faisons en échange des œuvres de conservation communautaire, y compris la sensibilisation, la restauration des modèles passés, les espaces permettant aux grues de se reproduire et la plantation des herbes napières afin de lutter contre l'érosion. Ce sont quelques mesures clés que nous avons mises en place afin de protéger les grues, mais aussi de nous assurer que les communautés disposent de moyens de vie durables. Sur ce, je vais vous présenter le docteur Gilbert Matika, qui est directeur médical de l'hôpital de Roudama et qui va vous parler des projets d'aide humanitaire de santé à vous. Merci, docteur Daroubat et Adalbert et chers collègues et participants. Notre projet a été conçu afin de répondre aux différentes barrières mesurées par Sarah qui empêchent les femmes et les filles d'accéder à la planification familiale dans certaines circonstances. Nous avons commencé par former des employés afin d'assurer la durabilité des projets. Nous avons choisi de fortifier la gouvernance dans 9 centres. Le projet a été conçu par Sarah et Colin et il est particulièrement agressif pour les communautés de la région.
Il répond particulièrement aux besoins des communautés de la région. Un des plus gros problèmes que nous avons constaté dans le cadre de nos recherches est que l'essentiel du personnel médical n'a pas les compétences dont il a besoin pour leur service de planification familiale. Donc, cette formation leur permet de travailler à ces domaines principaux. D'abord, leur montrer comment fournir des méthodes de contraception et ensuite comment choisir la meilleure méthode contraceptive appropriée pour eux et leur montrer comment conduire des discussions de planification familiale afin de sensibiliser à l'importance de la planification familiale et de lutter contre les fausses conceptions qu'ont les personnes. Ainsi, cela nous permet d'atteindre les populations les plus vulnérables. Enfin, engager les communautés avec des messages médicaux. Nous avons également des conversations, des échanges de sensibilisation à la planification familiale, car ces personnes vivent dans les communautés et comprennent que nous sommes là pour eux. Donc, nous travaillons avec eux. Ces méthodes de planification familiale que nous avons des cliniques qui proposent divers services. Et si les hommes et les jeunes viennent pour d'autres services, on les sensibilise à la planification familiale. Nous travaillons également avec des églises et des communautés, avec des unions de pères, des unions de mères, afin d'atteindre les communautés et les former afin d'améliorer la planification familiale sur des plateformes plus durables. Avant ce projet, il n'y avait que 9 cliniques qui proposaient des méthodes de planification familiale. Les 7 autres n'en proposaient presque aucune pour leurs clients, ce qui implique qu'une femme devait voyager loin sans pour autant trouver quelqu'un qui puisse pourvoir à ses besoins. Avec notre projet, nous avons commencé à augmenter la demande des services de planification familiale, surtout dans les domaines autour de nos projets, qui demandent des services accrus. Il était nécessaire que cette personne vienne, car sa femme il est nécessaire qu'il consente à ce que sa femme suive des services de planification familiale. Nous voudrions voir davantage de personnes surmonter cette barrière afin de soutenir l'accès de leurs femmes aux services de planification familiale. Sur ce, je vais inviter Catherine, qui est directeur senior du Pike Trust et qui va nous parler de la conception intégrée de notre projet. Merci Gilbert. Vous avez entendu parler des problèmes médicaux et environnementaux auxquels font face nos communautés. Moi, je voulais parler de la conception de ces projets. Donc, les marécages de Ruchiga sont de plus en plus sous pression du fait d'une population humaine croissante. Ces communautés dépendent de marécages sains, comme les grues dépendent également de ces marécages pour leur nid. Lorsqu'il y a des obstacles à la planification familiale, cela implique que les couples ne peuvent pas choisir librement quand avoir des enfants, ce qui mène à une augmentation des grossesses imprévues et à des familles plus grandes
qu'autrement, ainsi que d'autres conséquences médicales néfastes. Comme l'a expliqué Richard, nous avons vu que les femmes de Rutica ont davantage d'enfants que d'autres. Elles ont beaucoup de terres sur lesquelles construire. Elles ont davantage de terres sur lesquelles cultiver. Si nous pouvions retirer tous les obstacles à la planification familiale, chacun pourrait choisir librement quand avoir des enfants, ce qui limiterait les pressions que les familles et les marécages subissent. Nos communautés de projets ont demandé de meilleurs services médicaux, notamment de planification familiale, car ils ont eux-mêmes fait le lien entre la santé et la taille des familles et leur capacité à soutenir leurs familles. Pourquoi donc intégrer? Il y a beaucoup d'avantages de partenaires. Donc, en apportant des messages de santé et de prospérité en même temps, apportés à la fois par des hommes et des femmes des messages qu'ils n'ont pas forcément entendus avant. Cela profite aux résultats à la fois de conservation et de santé. Voici les exemples. Ainsi que l'a mentionné le Dr Gilles, nous travaillons avec les églises afin de partager des messages. Ici, on a des infirmiers à côté d'experts en marécage. De même, nous avons des haut-parleurs dans les centres médicaux. Généralement, ces messages ne concernent que la santé, mais nous avons intégré la conservation. Troisième exemple, des événements d'implication des hommes, des événements pour les hommes uniquement, où nous partageons des messages sur la planification familiale. Ces messages sont particulièrement importants car les hommes, comme je le dis précédemment, sont un grand obstacle dans une société patriarcale comme c'est le cas en Rubiga. À Rubiga, c'est un problème que les femmes ne soient pas que les hommes ne soient pas conscients. De même, nous engageons les groupes de femmes et nous en servons comme une occasion de partager des messages sur la conservation. C'est également important car souvent les femmes ont beaucoup moins de chances d'aller sur place car c'est souvent vu comme une activité masculine. Cinquième exemple que je voulais partager, les festivals d'un jour, des services où les membres de la communauté sont invités afin de célébrer les marécages et entendent également des messages sur la santé. Ils peuvent même visiter des cliniques pop-up, notamment de planification familiale s'ils le souhaitent. Enfin, nous travaillons avec les écoles. Comme je vous l'ai montré, les enfants sont d'excellents agents de changement afin de rendre les personnes vraiment enthousiastes et de partager des messages sur comment les marécages les ont aidés à garder une bonne santé. Comme vous voyez, nos activités ne sont pas particulièrement inhabituelles, mais je dirais que ce qui nous caractérise, c'est la manière dont nous partageons notre message de santé et de conservation. Chaque fois que nous engageons de membres de la communauté, nous en profitons pour partager afin d'atteindre le plus de personnes possible. D'un point de vue plus pratique, il y a également un bénéfice de coût. Par exemple, nous partageons des véhicules de projet qui permettent de réduire les voyages. Pour résumer, les personnes dans cet environnement les personnes et l'environnement sont clairement liés et c'est ce que nous leur apprenons afin de mieux les soutenir. Nous offrons un paquet holistique. Je vais maintenant vous présenter à Claire Walton qui est chargée de la conservation à Wild Rice Foundation. Elle nous a aidé à intégrer les données de nos projets dans le partenariat avec les mesures de conservation.
Merci beaucoup. Et je vais parler de la place de ce projet dans notre initiative d'apprentissage qui vise à comprendre et à promouvoir l'emploi d'une santé reproductive et de conservation qui a commencé au début de l'année dernière. Nous sommes actuellement en train d'assembler les derniers résultats. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Notre équipe est constituée de 4 facilitateurs et de plus de 20 experts clés. Le département de la santé reproductive, nous voulons également augmenter le nombre de CEP et d'une manière plus générale, la compréhension du secteur de la conservation de cette approche intégrée. Nous identifions également des défis qui empêchent la mise à jour de ces types d'approches et nous recommandons des actions, des mesures à prendre, à la fois pour les communautés de santé et de conservation afin de répondre à ces défis. Enfin, nous visons à diffuser ces informations à la plus grande échelle possible à travers des forums mondiaux. Nous avons développé une définition claire du PHI et de ce que cela veut dire pour le secteur de conservation. Nous avons également développé une série de changements génériques afin d'adapter et d'intégrer la santé reproductive au contexte spécifique de leur projet. Nous servons de ces études de cas au niveau mondial comme celle-ci afin de tester nos assertions dans notre modèle générique et nous visons à partager ces connaissances à travers des forums en ligne, des présentations, des rapports, des publications qui seront toutes publiées bientôt. Nous consolidons aussi les données qui existent déjà dans une bibliothèque de ressources librement disponible. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Là encore, ne vous inquiétez pas trop des détails sur la diapositive. Ce n'est qu'un exemple d'une de nos théories du changement avec les assertions sur comment une approche intégrée de la santé reproductive et de la conservation aura des avantages simultanés à la fois pour la biodiversité et pour le bien-être humain. Nous avons également inclus des études de cas spécifiques qui soulignent certaines des principales différences et caractéristiques entre des contextes spécifiques, ainsi que les mesures de succès clés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Avec une connaissance approfondie de comment fonctionne ce projet dans la réalité, nous raffinons ces modèles génériques et identifions des mesures clés de succès que nous devons voir nos équipes intégrer et nous apprenons comment ces équipes peuvent faire face aux obstacles afin de promouvoir la mise à jour des approches PHE, l'adhésion aux approches PHE. Prochaine diapositive. Tous nos modèles génériques comme les études de cas seront tous disponibles dans la bibliothèque des mesures conservatoires qui, comme vous savez, est une librairie ouverte de ressources qui contient certaines des stratégies les plus courantes. Alors que nous faisons face à cette forte crise de biodiversité, nous n'avons vraiment pas le temps de travailler dans des secteurs isolés. Donc, c'est seulement si nous apprenons de nos erreurs et des erreurs des autres et que nous répondons à ces besoins d'une manière simultanée, nous aurons réellement l'impact dont nous avons besoin. Prochaine diapositive. Nous aimerions beaucoup encourager votre participation à cette initiative. D'abord, si vous avez de l'expérience en projet PHE, vous avez l'occasion de passer en revue et de faire des remarques sur nos ressources et sur nos modèles. Deuxièmement, nous vous encourageons à promouvoir et à diffuser ce travail en partageant nos ressources à grande échelle. Enfin, dernière diapositive, merci. C'est tout pour moi. Si vous voulez en savoir plus, sentez-vous libre de nous contacter si vous voulez contribuer aussi. Et maintenant, je cède la parole à David Johnson, qui est PDG du Monte Patriot et qui va vous donner davantage d'informations sur les aspects problématoires et politiques
que les conservationnistes peuvent entreprendre afin d'appuyer, de soutenir notre approche. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Salutations de Glasgow et de la COP26 où nous sommes présents afin de promouvoir l'importance cruciale d'inclure la planification familiale dans les politiques climatiques. Nous sommes de plus en plus conscients de ce lien, pas seulement à la COP26 et dans les processus de l'UNESCO, mais au niveau mondial. Ce ne l'a fait qu'une décennie que le programme de l'ONU pour l'environnement a commencé à en parler, en parlant d'éducation et de planification familiale. Plus récemment, cette année, en fait, en 2021, dans le rapport de l'unité « Faire la paix avec la nation », ils ont mentionné certains points. C'est en 2024 que le panel mondial a reconnu l'importance de la planification familiale. C'est sur quoi nous cherchons à construire à la COP, car nous souhaitons ouvrir des plans de financement adaptés afin de répondre à beaucoup de besoins de planification familiale. Je sais que dans la préparation à la COP, on a beaucoup parlé de cette cible de 100 milliards de dollars de financement par an afin d'aider les pays en développement à répondre à leurs défis liés au changement climatique. Un point important est que nous n'avons besoin que de la moitié de 1% de 100 000 dollars par an afin de permettre à tous ceux qui souhaitent avoir accès à la planification familiale de s'en servir. C'est la somme d'argent dont nous avons besoin afin d'offrir des services médicaux à ceux qui en ont besoin. Et actuellement, je ne peux pas y accéder. Le panel intergouvernemental sur le changement climatique a commencé à appuyer ce programme. Prochaine diapositive. La conservation de la nature. Le changement le plus significatif a eu lieu au cours de la dernière année. Nous sommes des seuls membres de l'UICN avec 50 années d'expérience. La raison pour laquelle nous avons rejoint a été de défendre ce programme et en attente du premier conservateur mondial. Nous cherchons à souligner l'importance pour les nations. Au Congrès, cette motion a été présentée avec un fort succès dans toutes les régions de l'UICN, particulièrement toutes les organisations de personnes autochtones qui ont choisi de voter. 100% d'entre eux ont voté pour cette motion. Il y a beaucoup d'ONG gouvernementales qui soutiennent ce programme. Il y a 60 ans, la première mesure significative a été prise en lançant la task force et dont les membres examinent déjà les prochaines étapes. Il s'agit du développement des projets d'apprentissage, afin de voir comment développer des projets, quels indicateurs inclure. Et dans l'ensemble, la task force va fonctionner pendant 2 trimestres afin d'apporter de meilleures connaissances au secteur de conservation. Prochaine diapositive. Une des autres mesures sur lesquelles nous nous concentrons reflète également le travail que nous faisons déjà à la COP22, car que nous regardions des plans nationaux d'adaptation de la Convention sur la biodiversité, les silos entre secteurs. N'est pas une surprise que c'est le ministère des Finances et de l'Environnement qui sont impliqués dans ces processus de financement nationaux, mais ils ne vont pas vers les ministres de l'Éducation ni de la Santé. Donc, les plans nationaux
font face à une absence et ce sera intéressant de voir s'il y a des personnes ici qui sont impliquées dans des processus de planification nationale qui pourront être une avenue afin d'aller davantage dans ce sens. Pour conclure sur la diapositive finale, il y a des thèmes clés que nous devons aborder. Nous devons passer des approches sectorielles à nos secteurs. Souvent, ces événements font partie de cela. Nous faisons appel à des alliances à grande échelle pour la planification familiale. Et évidemment, nous devons apporter des changements au financement adaptés afin de répondre aux besoins des femmes et des filles, des financements qui soutiennent ces programmes intégrés car c'est très inhabituel de comprendre la nature plus holistique de ces projets et comment nous devons soutenir toute la gamme au lieu d'espérer seulement la conservation et les résultats médicaux. Au nom de tous les orateurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous serions très heureux à présent de répondre à vos questions, mais nous avons remarqué que nous n'en avons pas eu jusqu'ici dans le chat. Donc, je vais adresser des questions aux autres panélistes et j'espère que dans les prochaines minutes, on aura d'autres questions qui vont être posées. La même question que je vais adresser à Adalbert et à Gilbert. Je reconnais que c'est inhabituel pour l'instant pour ces projets d'être développés avec des secteurs en coopération. Ça m'intéresserait d'entendre l'opinion d'Adalbert à ce sujet au niveau de la pratique de la conservation, de travailler avec les hôpitaux. Puis après cela, peut-être qu'on pourra entendre le point de vue de Gilbert sur la même question. David, désolé. Je dirais que c'était passionnant de travailler avec les hôpitaux. Un des problèmes clés auxquels nous faisons face dans le secteur de la conservation est de faire entrer les femmes dans les échanges. Le pire est que les femmes pensent... Désolé, le micro est achouré, je n'entends pas bien. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment facilité les choses pour nous. Lorsque nous voulons des femmes, nous les appelons. Et nous sommes certains de trouver autant de femmes que nous voulons. C'est une chose passionnante avec ce programme. L'autre chose est la manière dont ce programme aide les personnes à faire le lien entre leur santé et celle de l'environnement. Un des défis auxquels nous faisons face est l'érosion des sols. C'est à partir de là que les communautés cherchent l'eau. Et lorsqu'elles cherchent l'eau, cela provoque des problèmes de santé. Lorsqu'on parle de planter sur les collines, pas dans les marécages, nous aidons ces communautés à recevoir de l'eau propre. Puis lorsque les praticiens médicaux viennent et leur parlent d'eau, la communauté est là et voit le rapport et voit comment cela contamine l'eau et comment ils ont été... Les communautés ont pu donner du sens à tout cela et ils apprécient leur rôle conservatoire dans leur région. Donc pour moi, c'est passionnant et je crois que c'est comme ça qu'on avancera. Merci beaucoup. Gilbert, à vous. Est-ce que vous pouvez répondre également depuis votre hôpital?
Gilbert? Votre microphone n'est pas allumé, Gilbert. Oui, merci. Mon microphone s'était éteint, mais maintenant je suis retour. La question qui s'est posée sur le travail avec la conservation, on a mentionné le lien. Ce n'est pas difficile de comprendre le rapport entre la taille des familles, leurs terres, les autres choses, de mieux comprendre. Car à l'origine, se tenir fermé, travailler en isolation, certains concepts étaient difficiles à comprendre, mais maintenant c'est facile. Et nous travaillons dans des communautés qui sont passionnées par la politique environnementale. Et ils voient le rôle à jouer pour la conservation. Les liens sont très intéressants et passionnants. Et personnellement, je crois que dans cette région, je suis vraiment heureux de voir ça. Et je crois que ce lien a apporté quelque chose d'intéressant, de passionnant sur le fait de travailler dans le contexte. Je crois que je vous ai perdu, mais je ne sais pas si c'est également le cas des autres. Oui, il a disparu. Nous avons eu une question dans le chat qu'il faudrait peut-être envoyer à Kat. La question est de savoir s'il y a des attentes ou des intérêts de la part des communautés voisines, de la part des communautés, à ce que le projet intègre d'autres besoins médicaux comme le paludisme, la malnutrition ou même le Covid. Là, les recherches menées par étaient très utiles. Nous ne proposons pas que des services de planification familiale, mais aussi des services médicaux, des services matériels, des services de santé. Et vous avez mentionné le paludisme. Le paludisme est évidemment un plus gros problème dans la région. Afin d'adapter la gestion de projets autour de la nutrition et de comprendre à quoi ressemble une alimentation saine et comment ils peuvent cultiver le sol afin de trouver ces aliments. Nous allons également parler d'autres questions médicales. Nous sommes en discussion avec l'école de Londres. Le problème de maladies causées par les escargots, c'est quelque chose que nous allons examiner. C'était un excellent travail de recherche qui couvre beaucoup de problèmes différents. On a posé des questions sur les structures gouvernementales et sur la facilité à soutenir ce programme intégré à long terme. Les fonds des donateurs ne vont pas continuer à chuter, c'est une chose typique de cette approche, notamment ce que j'ai fait à Glasgow, mais peut-être pour les structures gouvernementales locales. Sarah, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous voulez répondre? Sarah et Albert, peut-être? Oui. C'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi. En commençant à aller dans ce sens, pour ces services communautaires, nous cherchons à identifier obstacles et à pourvoir. Nous avons des formations sur le terrain. Notre objectif étant de rechercher la durabilité. Quoi qu'il en soit, les dons ne sont pas là. Les gens vont sur place. Il y a des traitements en cours. Et les communautés sont là. Je crois que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Je voudrais ajouter que, en tant que communauté, notre point de départ est toujours le gouvernement local, que nous impliquons dès le commencement et ils nous soutiennent beaucoup. Il y a toujours des unités gouvernementales
qui travaille à une meilleure gestion de l'eau, qui formule des règlements afin de régir l'emploi durable des marécages. Certaines sociétés comme Packard ont financé de tels projets dans le passé, mais cela a cessé. La question qui s'oppose encore, y a-t-il des donateurs internationaux qui vont dans ce sens? Je crois que la réponse honnête est que nous avons besoin de plus grands donateurs pour ce travail, et ce n'est pas forcément le cas. Il y a de plus en plus de fondations familiales intéressées. C'est quelque chose qui est ressorti des discussions avec les donateurs à la COP. Il y a du mouvement chez ces grandes fondations qui ne sont pas de la taille de l'USAID, mais autre chose d'intéressant. Nous n'avons pas fait appel aux donateurs. Et ils n'y avaient jamais pensé avant. Cela a été mis en place à l'origine en 1982. Il s'agit de la marque de financement avec des dizaines de millions de projets à travers les décennies. Et c'est la première fois que nous pouvons soutenir un projet qui couvre les frais de la santé reproductive et de formation. Et les attentes, nous nous attendons à ce qu'un donateur, notre projet a probablement ouvert cette possibilité de financement de projets plus tardifs, car il y a beaucoup de publicité positive. C'est comme ça qu'on a commencé, mais pour être honnête, nous ne pouvons pas dire que cela le soutient. Les principaux donateurs n'ont pas encore fait le grand pas. Doug a posé une question quant au système patriarcal, ou s'il y a un intérêt pour changer ce système vers plus d'égalité, afin de permettre aux femmes de prendre davantage de décisions au niveau personnel et familial. Je crois que je vais transmettre cette question à quelqu'un d'autre dans l'équipe, comme Sarah. Je crois que vous avez participé au groupe de sensibilisation communautaire. Oui, je veux bien répondre. Oui, nous cherchons à développer les compétences de ces femmes et les encourageons à être productives. Certaines femmes ont décidé de former des groupes d'aide qui se réunissent et où nous les formons afin de les rendre plus productifs de bien d'autres manières et de former aussi d'autres groupes où ils vont et leur voix est entendue. Ainsi, nous cherchons à aborder ces femmes et à nous assurer qu'il ne s'agit pas que de leur famille, mais de la communauté et de faire entendre leur voix. Dr. Dale, peut-être si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, peut-être que je peux faire vite. Merci beaucoup pour votre contribution. À travers les recherches, nous avons vu des groupes dirigés par des femmes. Et ces groupes ou groupes de services ont des communautés en agriculture, mais aussi en gestion des ressources du foyer. C'est déjà le cas, mais ça doit être renforcé car la plupart d'entre eux luttent en termes de ressources, mais au moins ils font un travail. Non pas seulement pour les revenus, pour augmenter les revenus de leur foyer, mais aussi pour développer pour un développement plus général.
Donc, je vais rendre la parole à Gilbert s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce travail. Autrement, je crois que notre temps de questions est presque écoulé. Léandre a levé la main. La question, je suppose, la même. Pouvez-vous donner des conseils sur les groupes de conservation et d'équité qui hésitent à travailler en dehors de leur silo? Devons-nous commencer par les valeurs, les opportunités de financement et les objectifs partagés? Eh bien, nous travaillons avec différentes organisations quand on parvient au projet. Nous avons besoin d'une clarification de valeurs avec les messages clés afin de nous assurer que tout le monde est conscient des objectifs de l'organisation. Les opportunités de financement sont pertinentes, mais aussi du point de vue conservatoire, les personnes qui souhaitent être impliquées afin de permettre à leur communauté. Et pour ce qui est des recherches sur ce que veulent les communautés, nous répondrons aux besoins des communautés pour davantage de services médicaux. Je pense que pour certaines personnes, il s'agit d'opportunités de financement. Je crois que cela fait partie de l'approche du XXIe siècle d'une conservation davantage centrée sur les personnes. J'espère que cela répond à la question. Oh, il y a une autre question que j'aurais dû envoyer à Adalbert, pardon. Adalbert, peut-être pouvez-vous souligner s'il y a déjà eu des changements au niveau des populations de grues? Merci. Je ne dirais pas que les changements que nous constatons à présent sont significatifs, mais nous avons vu des personnes répondre aux messages que nous leur communiquons. Par exemple, lorsque nous les formons pour quitter les marécages, il y a des communautés qui sont sorties des marécages. Et nous avons également vu la réponse de la communauté afin d'éviter l'érosion. Et nous savons que dans un avenir proche, cela permettra de réduire la segmentation des marécages et de fournir des services afin de permettre aux graines de germer. Nous avons vu également un changement en termes de nombre de grues qui se reproduisent. Je crois que c'est parce que les communautés commencent à laisser les marécages revenir à leur niveau précédent qu'ils avaient perdu à cause de l'agriculture, si bien que les grues ont l'espace dont elles ont besoin. Nous avons commencé avec 11 paires, maintenant nous en avons plus de 30. Et je crois que c'est parce que les communautés ont accepté le rétablissement des marécages. Et je crois qu'au fil des années, nous allons aller de plus en plus loin. Oui, c'est un effort à long terme afin d'améliorer à la fois cela et l'environnement. Il est déjà 15h20, donc maintenant je dois rendre la parole à Christina. Nous n'avons pas répondu à une question. Nous pouvons en parler dans le chat. Je m'assurerai d'y répondre. Au nom de tous les orateurs, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette conférence et je rends la parole à Lina, car nous n'avons plus le temps. Merci David et merci à tous nos présentateurs, Sarah et Richard et Gilbert et Claire. C'était très bien d'entendre parler de vous. Merci d'avoir été si généreux. Et donc, nous pensions que si vous êtes tous d'accord, nous pouvons allumer nos caméras et prendre une photo de groupe, comme nous le ferions si nous étions tous là en personne. C'est ce que nous faisons généralement après nos sessions plénières.
Anita, Claire, vous m'aidez. Nous avons 3 pages, donc nous devons être un peu patients. Affichez votre meilleur sourire et c'est parti. Puis nous passerons à des remarques de clôture. 1, 2, 3. Prochaine page. Certains sont les traducteurs, donc ils ne participeront pas, ils ne vont pas allumer leur vidéo. Les caméras s'allument. Merci. Je reviens donc aux remarques de clôture. Je vais très brièvement partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, nous le voyons. Très bien, donc nous parvenons à la fin de cette session d'aujourd'hui. Jacqueline va partager quelques bonnes nouvelles avec nous du partenariat des mesures de conservation. Bonjour à tous. Je voulais juste vous donner une mise à jour. Si vous étiez à la plénière d'ouverture ou si vous suivez ces sénateurs vocaux des derniers mois, nous avons eu une très belle vidéo, un très bon concours vidéo début 2021. Nous avons publié une série de vidéos de témoignages avec un assez grand échantillon d'organisations qui ont organisé des entretiens afin de créer cette très belle série. Je vais passer au chat pour ça, mais je voulais d'abord vous montrer toutes les organisations qui ont aidé avec ces vidéos. Les voici. Merci Caroline de l'avoir mis dans le chat. Si vous n'avez pas regardé les vidéos, elles sont vraiment très bien. Veuillez les vérifier. Nous voulons nous assurer que ces vidéos seront diffusées à la plus grande échelle possible et nous avons eu un concours afin de voir quelle vidéo obtiendra le plus de vues sur une période d'environ 4 ans. Nous avons eu plus de 1500 vues au cours des 4 dernières années. C'était assez exceptionnel et nous avons continué à voir l'augmentation au cours de la dernière semaine. Nous avons eu aussi de grands prix que nos 2 organisations peuvent choisir, notamment des formations, de l'aide au voyage. Nous allons y revenir. Mais le prix pour le meilleur emploi va à la Fondation internationale des grues, puis le World Life Fund et la conservation naturelle de Mongolie. Merci à ces organisations. Merci à l'ICF et à tous les autres qui ont c'était de très beaux travaux de collaboration et nous sommes heureux d'avoir été en contact avec vous. Et nous vous recontacterons par rapport à votre prix. Christina, si vous voulez bien passer à la prochaine diapositive, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus afin d'offrir des opportunités de formation, des souscriptions, des dons, des partenariats, afin de soutenir ces formations pour le prochain CCNet, pour le prochain rallye CCNet. Merci à vous tous qui nous avez aidés dans l'organisation de ce projet et davantage de vidéos seront publiées. Si vous faites partie de cela ou si vous voulez que votre organisation en fasse partie, contactez Caroline chez CNP. Merci et félicitations aux gagnants.
Merci beaucoup, Christina. Avant que nous partions tous, je crois que Christina a éteint son micro. Ou bien elle a un problème de connexion. Christina? Est-ce que vous nous entendez, Christina? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe de planification du rallye qui peut intervenir? Oui, John, peut-être, si vous voulez bien résumer, ou quelqu'un d'autre. Je peux essayer, je ne sais pas ce que Christina avait prévu de dire. Est-ce que quelqu'un d'autre fait partie de la conception de cette session? C'est vous qui avez le programme? J'ai la présentation de Christina. Elle m'a dit qu'elle n'en aurait pas, que je n'en aurais pas besoin, mais elle me l'a quand même envoyé. Je vais la consulter. Je vais l'ouvrir. Nous avons un plan B. Un moment, s'il vous plaît. Vous nous sauvez la vie. Oui, je l'ai, c'est bon. On a de la chance. Donc, nous étions là. John, voilà, c'est assez clair. Ce serait super si nous avions un lien. Je vais mettre le lien dans le chat. Oui, car nous voulons que tout le monde puisse évaluer cette session qui était très réussie. Si tout le monde voulait bien remplir le formulaire d'évaluation, ça nous apprécierions vraiment beaucoup. C'est toujours là. Bon, désolé, ça ne s'affiche pas. Oui, je suis de retour. Oh, super. La technologie, on ne sait jamais. Désolé, ça marche pas bien sur mon ordi, mais je vais vous montrer. Christina, à vous. Mais nous avons déjà publié le lien d'évaluation. Et nous avons également un beau tableau de bord communautaire qui nous permet de faire connaissance, de voir où nous nous situons sur la carte. Nous avons une chronologie, un tableau de gratitude, où vous pouvez partager votre amour pour les personnes qui ont fait quelque chose qui vous a aidé. Peut-être un livre qui a vraiment fait une différence pour vous en tant que praticien. Donc, vérifiez ce tableau communautaire. Puis, prochaine diapositive. En mode présentation, ça marche seulement à moitié. Je voudrais remercier l'équipe de planification du Rallye 2021. C'était une très belle équipe de collègues qui ont travaillé de très nombreuses heures en tant que bénévoles afin d'assembler cet événement pour notre communauté. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nos orateurs des plénières. Nos responsables de session. Nos donateurs. Et vous, en tant que participants. C'est comme préparer un très bon repas et voir les gens venir. C'est tous ensemble que nous arrivons à faire quelque chose de grand. Merci à vous. Et sur ce, je vais clôturer cette plénière. Nous espérons voir beaucoup d'entre vous en 2022
où nous espérons pouvoir nous retrouver en personne.